On parle maintenant de la croissance mondiale. Est-ce que le ralentissement en cours, est-ce qu'il n'est pas un peu plus brutal que ce qu'on attend tous, que ce que le consensus attend? On en parle avec Denis Ferrand. Bonjour Denis. Bonjour David. Directeur général de Rexecode, c'était il y a 15 jours, donc voilà, ça ne date pas d'hier, mais c'est intéressant quand le FMI, Christine Lagarde, nous dit c'est pas rien qu'elle redoute que la croissance mondiale, cette année, en 2019, soit plus faible qu'anticipé. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là qu'on sous-estime peut-être, encore une fois, on attend 3,5%, le FMI attend 3,5% de croissance à l'échelle de la planète, et pas mort d'homme, ça va, 3,5%, c'est pas les 5-6% des grandes années des années 90, mais c'est assez correct. Est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, ce risque-là qu'on sous-estime, que ça freine plus sévèrement, plus brutalement que ce qu'on avait attendu? C'est un peu comme souvent avec le FMI, hein. Il surjoue un petit peu les révisions de croissance. Rappelez-vous, l'année dernière, au mois d'avril, il promettait encore une croissance en accélération en 2019 par rapport à 2018, alors même que le ralentissement était déjà un peu amorcé. Donc il y a toujours un peu de retard, si vous voulez, dans la perception du climat des affaires qui est fait par le FMI. Et en plus, c'est peut-être aussi ce qui est particulier dans le cycle que l'on traverse, c'est que en réalité, le ralentissement, il est très concentré sur la partie visible de l'économie. Ce que l'on va utiliser comme indicateurs qui vont permettre d'apprécier le mouvement conjoncturel, ce sont des indicateurs qui sont très liés au secteur industriel, là où on sait compter véritablement l'activité. Et l'industrie, c'est 15-20% du PIB, voilà, l'industrie. Oui, tout à fait. Et c'est un bon baromètre aussi. Et c'est elle qui donne surtout les mouvements cycliques. Qui donne les mouvements d'accélération ou de décélération. Parce que les services, c'est 2 tiers du PIB quasiment partout dans le monde, on va dire, en gros, pour résumer un petit peu. Et il y a moins de variations. Il y a moins de cyclicité, effectivement. Oui, je ne voulais pas dire cyclicité, je me suis dit, alors, pas bien. Ouais, donc, en tout cas, effectivement, ils amortissent plutôt le mouvement cyclique, les services. Et actuellement, on a un ralentissement qui est très marqué sur l'industrie, mais qui ne se propage pas jusqu'à présent sur les indicateurs de services. Et on a même quelques indications qui sont un petit peu plus favorables sur un troisième gros secteur, qui est le secteur de la construction. Qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Alors, on va resserrer sur l'industrie, que les derniers indicateurs macro qu'on peut avoir, les baromètres, encore une fois, qu'est-ce que ça nous dit du ralentissement en fonction des zones, je ne sais pas, en fonction parce que la Chine, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. Alors, les indicateurs de ralentissement, on va avoir notamment du côté des États-Unis, ce qui a un petit peu inquiété dernièrement, c'était l'indicateur sur les commandes de biens durables, et en particulier les commandes de biens pour l'investissement des entreprises, hors défense, hors aéronautique, ce qui fait vraiment le cœur. Parce que c'est quand même assez volatile. C'est pas sur un mois. Hein. Si vous prenez la moyenne sur les 3 derniers mois, par rapport aux 3 mois précédents, c'est moins 3,4% en rythme annualisé pour les commandes. Bon, il y a aussi des incertitudes, comme il y a un petit problème de mesure statistique actuellement aux États-Unis. Il y a eu un petit problème de mesure statistique avec le shutdown, donc il y a quand même quelques difficultés. Donc, mais il n'empêche qu'on a une impression d'un ralentissement quand même assez sensible de l'investissement et de l'investissement en biens d'équipement. Résultat, vous en avez la traduction dans le commerce mondial. Le commerce mondial, en général, c'est pas lui qui fait les ralentissements économiques, c'est lui qui va les illustrer, les ralentissements économiques. Ce qui compte, c'est la demande, et notamment la demande de produits industriels. Cette demande de produits industriels, elle peut être fournie par de l'interne ou par du commerce extérieur. Et le commerce extérieur, en réalité, illustre la dynamique interne. La dynamique interne, c'est... Mais qu'est-ce qu'on voit justement, pardon, je coupe, mais qu'est-ce qu'on voit sur le commerce mondial? Parce qu'il y a eu cet indice trimestriel de l'OMC sur l'évolution du commerce mondial qui est en net recul, au plus bas depuis 2010. Indicateur on dit qui n'augure rien de bon pour les échanges commerciaux. Et on a quoi? On a une décélération, encore une fois, du commerce mondial. Quels sont les chiffres? Oui, mais on a une décélération du commerce mondial, mais parce qu'il y a une décélération de la demande de produits industriels. C'est bien. Il faut pas inverser la causalité, si vous voulez. Ce qu'il faut regarder, c'est dans un premier temps la dynamique de la demande industrielle. Mais par rapport à la croissance mondiale, souvent on regarde le commerce mondial qui est plus volatile, qui croît plus vite que la croissance mondiale ou qui décélère plus rapidement. On en est où là? Il est passé au-dessous? Il est passé en dessous, oui. Il est passé en dessous. Donc on a un commerce mondial qui freine la croissance mondiale. Oui, mais parce qu'il va amplifier l'observation du mouvement cyclique. Ce n'est pas lui qui fait le ralentissement. Le commerce mondial ralentit parce que la demande... C'est la conséquence. C'est le baromètre, si vous voulez, de ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas très bon, il n'est pas très bon ce baromètre. Non, mais il n'est pas très bon. Mais justement, il faut peut-être aussi regarder quels sont les types de biens qui sont concernés. Or, on est dans un moment où
le secteur de l'électronique, par exemple, c'est un secteur qui est extrêmement cyclique. Vous avez de l'accélération et de la décélération assez franche qui peut se faire sur un secteur, par exemple pour le Japon. 12% des exportations japonaises sont des exportations de produits électroniques ou de semi-conducteurs. Or, c'est le secteur qui est rentré dans sa phase récessive du cycle. On a un très fort recul des ventes mondiales de semi-conducteurs et qui va rien à voir avec la guerre commerciale. Rien à voir avec la guerre commerciale. C'est un mécanisme qui est très régulier que l'on voit habituellement. C'est un élément qui avait participé à la réaccélération que l'on avait vue en 2017-2018. Là, on est passé dans la phase de retournement. Quels sont les autres secteurs qui contribuent à la décélération, encore une fois? L'automobile. Donc, microprocesseur, voilà, semi-conducteur, oui. L'automobile, avec notamment en Europe, on l'a bien vu en Allemagne, on l'a vu en Italie. Donc, vous avez vraiment cette concentration du retournement qui se fait sur ce secteur-là. Qui est plus violent en Chine qu'en Europe. Et qui est encore plus, qui est plus violent en Chine, mais avec notamment une répercussion sur l'Europe, puisque une partie de ce qui est vendu en Chine est produit par des constructeurs européens, que ce soit en Chine, parce qu'ils sont installés en Chine, ou parce qu'ils approvisionnent depuis une base européenne. Donc vous avez une répercussion des changements de normes, notamment dans l'automobile, qui ont impacté très négativement, en particulier les constructeurs allemands, mais également les constructeurs italiens, un peu moins les constructeurs français. Quand vous regardez l'indice de la production industrielle comparé en Allemagne, en Italie et en France. Donc là où ça freine, c'est l'automobile, c'est les semi-conducteurs, quoi d'autre qui freinent? Oui, c'est principalement. Mais ces deux secteurs-là sont vraiment des secteurs qui donnent une impulsion cyclique à l'ensemble de l'économie. Et ensuite, ils ont un effet de capillarité. Vous allez avoir d'entraînement. Ouais. Vous allez le voir notamment sur ce qui va concerner l'activité de la chimie, un rallentissement qui est lié en particulier à la demande venant de l'auto. On parle des secteurs, on peut aussi parler des pays, avec des pays qui freinent plus. Voilà, on voit bien que les États-Unis freinent, mais ils partent de 2,8 pour arriver vers quelque part entre 2 et 2,5, non, je sais pas, cette année. La Chine, on ne sait pas trop, on a compris que ça ralentissait, mais on a vu que Pékin avait sorti, peut-être pas l'artillerie lourde, mais ils avaient quand même mis des mesures pour juguler, pour enrayer encore une fois un atterrissage qui serait trop violent. On a le ralentissement aussi en zone euro. Enfin, je veux dire, quelles sont les zones où ça ralentit le plus? Alors, avant de venir sur les zones, peut-être le diagnostic global, quand même, quand on parle d'un ralentissement, aujourd'hui, c'est un retour à la norme, d'une certaine manière. C'est un retour à ce que l'on est capable de produire. Les États-Unis ont fait un cavalier seul au cours de l'année 2018, alors que tous les autres pays avaient ralenti. En Europe, on a eu... Du fait de la réforme de Trump, notamment. Notamment ça a été un shoot. Ça a été vraiment voilà. Non, mais c'est ça. Hein. Mais oui, c'est vraiment une administration d'un shoot qui s'est effectué et dont les effets viennent à se dissiper. Et on retrouve une économie qui se met en phase avec son rythme de croissance potentielle. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, on voit des économies qui sont à la limite de la saturation de leur capacité d'emploi, où vous avez partout dans le monde des difficultés de recrutement. Donc on va nulle part en croissance zéro. On revient à la norme de ce que peut produire spontanément les économies, que ce soit les États-Unis, la zone euro, la Chine aussi. Oui, tout à fait. La Chine également. Et en réalité, je pense que pourquoi y a-t-il de telles inquiétudes aujourd'hui sur les révisions? C'est parce que les prévisions antérieures étaient beaucoup trop hautes. Donc évidemment, le FMI en rabat sur ces prévisions, mais parce qu'auparavant, il jouait beaucoup trop la permanence du cycle économique, alors qu'il n'avait pas vu que le cycle économique nous entraînait probablement un peu trop haut et que partout se nichaient des contraintes sur les capacités. Donc évidemment, après, il faut regarder le retour à la croissance. C'est un retour au potentiel que l'on a dans chacune des économies. Ce potentiel, il est aux environs de 1,3% en zone euro. Il est aux environs de 2% aux États-Unis. On ne sait pas bien le situer en Chine, parce que de toute façon, il est aussi appuyé sur un endettement qui semble être reparti, qui est reparti à la hausse. Donc il n'y a rien qui permet de déceler aujourd'hui vraiment, même les signaux les plus faibles, que le ralentissement pourrait être encore plus brutal et que ce n'est pas juste un simple retour à la normale. Il n'y a rien qui, aujourd'hui, permet de le dire et où, comment on passe d'un ralentissement attendu, prévisible, à quelque chose de plus grave. Il faut un choc extérieur? Oui, il faut un choc extérieur. Mais par exemple, j'écoutais Patrick Artus qui intervenait chez vous vendredi dernier. Il disait dans le cas des États-Unis, il recherchait les facteurs qui pourraient causer un décrochage beaucoup plus massif de la croissance. Pour l'instant, on ne les voit pas. Il faudrait une remontée massive des taux d'intérêt. On voit bien a priori, ce ne sera pas le cas. Il faudrait peut-être une accélération de l'inflation qui, pour le coup, déclencherait un peu plus de réaction en termes de taux.
aux États-Unis. Oui, il y en aura un petit peu plus, pas de quoi déclencher une accélération massive des taux. Donc on est pour l'instant sur un équilibre qui est relativement installé. Le risque, on sait, il se trouve en Chine, il se trouve dans l'endettement. Le risque, il est là. Aujourd'hui, vraiment, ce qu'il faut surveiller pour essayer de voir venir un éventuel déraillement, ça se passe en Chine. Ça se passe en Chine, ça se passe aussi dans les bilans des entreprises aux États-Unis. Le retournement du marché auto en Chine est d'une rare violence. Oui, tout à fait. Et il faut aussi surveiller l'immobilier chinois. C'est vrai que les inquiétudes, elles sont concentrées ici. Mais ils ont les moyens encore, Pékin, ils ont les moyens de... Non oui, en tout cas, on est quand même un peu... là, la boule de cristal, elle a un peu du mal, c'est un peu brouillé à l'intérieur de la boule de cristal pour apprécier ce qui se passe. Donc pas d'inquiétude à vous écouter, le message, c'est encore une fois, on n'est pas là pour d'ailleurs verser dans l'optimisme. Aujourd'hui, quand on regarde froidement les stats, les indicateurs avancés, les baromètres, etc., on voit simplement un ralentissement qui est normal. Qui est ordonné, pas dans le sens de... On lui a donné l'ordre du ralentissement, mais ordonné dans le sens où on se remet en cohérence avec nos fondamentaux de croissance. On avait dérivé beaucoup trop loin. Partout dans le monde, vous avez des difficultés à produire. Là, vous vous calmez un peu et c'est pas plus mal. Et donc, il n'y a rien qui laisse, encore une fois, présager que ce soit pire que ça. Événement choqué que ça, que pour l'instant, personne ne voit venir. C'est ça le message? En tout cas, on sait qu'il y a des zones de risque. Il y a la Chine, il y a l'endettement. Oui, on le dit tous les ans, mais il y a aussi la dette des entreprises aux États-Unis, qui est quand même un point d'alerte. Et puis après, il faut quand même surveiller dans les économies émergentes la résilience relative de certaines économies. Enfin, je pense par exemple, je regardais hier la Pologne. C'est un pays qui a un déficit commercial qui s'accroît très fortement. Oui, mais c'est pas systémique. Mais c'est pas systémique. Mais voilà, vous avez des risques qui sont locaux, pas forcément un risque qui est de nature globale. Bon, donc on arrête de flipper, il n'y aura pas de récession dans le monde cette année. Éventuellement 2020 aux États-Unis, c'est vrai que tout le monde dit 2020, c'est l'année de la récession aux États-Unis, mais les gens qui disaient ça aussi en 2018, ils disaient en 2018, 2019 sera l'année de la récession. Donc voilà. Pour l'instant, on ne voit rien venir. C'est ça qu'on voulait vous expliquer aujourd'hui. Merci donc pour ce point de vue. Explication signée Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Merci. Merci David.